Que se passe-t-il juste avant? Juste avant que la relation se rétrécisse, juste avant que l'autre ne soit plus un visage, mais une menace. Avant que tout explose, il y a parfois une chose très simple, l'air qui manque dans la relation. Mais pour que l'air manque, il faut souvent que quelque chose ait déjà bien manqué avant. Une peur ancienne, une angoisse de perte, ce moment où aimer commence à vouloir dire retenir. Juillet 2003 à Vilnius, Marie Trintignant est frappée par Bertrand Cantat. Elle mourra quelques jours plus tard. Ici, on va suivre toute la trajectoire. Les racines, c'est-à-dire ce qui peut nourrir la jalousie, l'exclusivité, la possession. Le juste avant, quand l'emprise se resserre. Et puis les faits. Et le juste après, ce que ça laisse et ce que ça brouille. Sans excuser, sans spectaculaire, pour comprendre et pour prévenir. Bienvenue dans Clinique du crime, premier épisode de la saison 4, sous contrôle, amour sous emprise. Aujourd'hui, l'affaire Cantat-Trintignant. Leur rencontre se fait dans un contexte très précis, le travail. Marie Trintignant est en train de préparer le film Janice et John, réalisé par son compagnon Samuel Benchetrit. Elle doit incarner Janis Joplin, une figure brute, électrique, une femme qui brûle. Pour sentir ce monde-là, elle va au concert. Et ce soir-là, sur scène, il y a Noir Désir. Bertrand Cantat est là, au centre, une voix qui prend la salle, une présence qui capte. Après le concert, Marie demande à le rencontrer. Pas forcément comme une fan, plutôt comme une actrice qui reconnaît une intensité similaire, quelque chose qui dépasse le joli, qui va chercher le nerf. Les coulisses, c'est un lieu particulier. Ça sent la sueur, la fin de concert, l'adrénaline. Et là, les mondes se touchent. Elle, cinéma d'auteur, histoire familiale, maîtrise du jeu, lui, scène, aura, foule, puissance du verbe. Est-ce que c'est un coup de foudre ? Personne ne peut le dire à leur place. Mais ce qui est sûr, c'est que ça accroche vite. Et que dans ces rencontres-là, il y a parfois un malentendu magnifique au début. On croit que c'est l'amour, alors que c'est déjà la fusion qui commence à s'installer. Avant d'analyser, remettons Marie Trintignant dans sa réalité. Marie Trintignant, ce n'est pas la compagne d'eux. C'est une actrice majeure, une figure du cinéma français, fille de Jean-Louis Trintignant et de Nadine Trintignant. Elle naît dans le cinéma. Elle choisit des rôles lourds, adultes, souvent sombres. Chez Claude Chabrol, notamment dans Betty, elle incarne des femmes complexes, jamais des silhouettes. Et elle est une mère, 4 enfants, 4 liens, une vie dense, une vie déjà pleine. Pourquoi c'est important ? Parce que ça rappelle une évidence. Marie Trintignant avait une existence propre, des espaces, des rôles, des attaches. Elle n'était pas un personnage écrit pour quelqu'un d'autre. Et dans certaines dynamiques, c'est précisément cette existence qui devient insupportable. Pas parce que l'autre fait mal, mais parce que l'autre échappe. À présent, parlons de lui. En face, Bertrand Cantat, chanteur, auteur, figure publique. Noir Désir au début des années 2000, c'est un groupe immense. Et lui, une voix centrale. Un homme regardé, investi, applaudi. Et ce succès ne dit rien de la mécanique intime. Ce qui compte ici, ce n'est pas la scène, c'est ce qui se joue dans le lien. Et cette mécanique va se mettre en place concrètement à l'été 2003 sur un tournage. Un tournage où tout va basculer. Depuis leur rencontre, ils sont ensemble depuis plusieurs mois. Ils vivent ensemble à Paris, chez Marie. Et ils ont chacun quitté leurs conjoints respectifs, Samuel Benchetrit pour Marie, Christina Radi pour Bertrand Cantat, enceinte au moment de la séparation. Été 2003, Vilnius, en Lituanie. Marie tourne Colette, réalisée par sa mère. Bertrand Cantat la rejoint très rapidement et il ne repart pas.
Sur un plateau, ce n'est pas habituel. Un tournage, c'est un rythme, une équipe, des prises. La présence du conjoint en continu, c'est rare. Et c'est signalé comme tel. Il attend dans la caravane où ils logent tous les deux. Il circule autour du tournage. On le voit très proche, très présent, parfois même dans le champ. Cette image où Marie se fait maquiller et lui est derrière elle, lui tenant la main. Cliniquement, quand la présence devient continue, quelque chose se resserre dans le lien. Et il y a autre chose de très concret. Nadine Trintignant, qui réalise le film, s'agace. Elle s'agace des soudaines pudeurs de sa fille et de la précipitation avec laquelle elle abandonne chaque jour l'équipe pour dîner en tête-à-tête avec son amoureux, comme elle dit. Ça, c'est une image de climat, parce que sur un tournage, on ne disparaît pas comme ça. On ne quitte pas un plateau comme on quitte une table. Et quand quelqu'un se met à partir vite, tous les jours, ce n'est pas seulement une histoire d'emploi du temps. C'est qu'il y a une urgence, une traction, quelque chose qui aspire. Et de l'autre côté, Quentin, lui, supporte mal le poids du clan familial autour de Marie. La mère, le frère qui est assistant réalisateur, le fils aîné qui fait ses débuts d'acteur. Autrement dit, il supporte mal qu'elle appartienne à plusieurs cercles, qu'elle soit une femme, une mère, une fille, une sœur, une actrice en même temps. Et puis il y a ce passé qui fait régulièrement teinter les portables des deux amants. À 40 ans passés, chacun a sa vie d'avant à porter. 4 garçons nés de 4 pères différents pour l'actrice et 2 enfants pour le chanteur, dont une fille de quelques mois née en pleine tourmente amoureuse. Et là, ça devient très enflammable. Quand lui appelle son épouse, Marie s'irrite et se durcit. Et quand Marie pianote quelques mots pour ses ex, la jalousie mord Quentin. Il s'inquiète de sa juste place dans cette vie déjà pleine, déjà habitée. Et ce détail compte, parce qu'à partir du moment où la place devient une obsession, chaque sonnerie devient un test, chaque écran allumé devient une scène et chaque message une menace. Et puis il y a un jour où tout ça se fixe sur un point précis. Le 26 juillet 2003, Marie reçoit un message de Samuel Benchetrit, le père de son fils Jules. Un message tendre qui se termine par «Je t'embrasse, ma petite Janice». Quentin ne le supporte pas. Il le vit comme une complicité maintenue, comme une injustice, comme un déséquilibre. C'est à ce moment-là que la tension bascule. Ce message n'est pas la cause, c'est le déclencheur, le moment où ça cède, dans un climat déjà serré. Et dans ce climat-là, certains détails prennent une valeur particulière quand on les met ensemble. Sur le tournage, Marie garde son téléphone dans sa bottine. Pourquoi la bottine? Parce que sur un plateau, on ne garde pas toujours un sac sur soi. On se déplace, on est pris dans les prises, on doit être disponible au bon moment. La bottine, c'est juste le moyen le plus immédiat. Et ce téléphone-là ne sert plus seulement à communiquer. Il devient une perfusion du lien. Être joignable tout le temps, immédiatement, ne jamais couper. Il arrive même qu'elle gâche une prise, volontairement, pour pouvoir interrompre et téléphoner. Ce détail à lui ne prouve rien, mais dans une dynamique où l'absence devient insupportable, il prend une place clinique précise, répondre tout de suite pour empêcher l'alarme de monter. Et pour comprendre ce besoin d'être joignable en continu, il faut remonter plus loin, beaucoup plus loin, à l'enfance et à la façon dont on apprend ou non à supporter l'absence. Et là, je précise, je ne suis pas en train de coller cette analyse à Quanta comme une étiquette. Je décris une logique psychique, un fil qu'on peut parfois repérer dans certains liens à partir de détails très concrets. Tout commence par un mécanisme très archaïque, un truc très simple et pourtant décisif, la capacité de supporter l'absence sans s'effondrer. Les psychologues du développement en parlent tôt. Chez Piaget, l'enfant apprend que l'objet continue d'exister même hors du champ de vision. En clinique, on s'intéresse surtout à l'objet aimé, la manière dont l'absence est psychiquement supportable.
Et là, Winnicott, psychanalyste, est précieux. Il décrit comment un environnement suffisamment fiable permet une continuité d'être, comment l'enfant apprend à vivre des séparations sans se désorganiser. Comment ça se construit normalement? Imaginez un bébé dans son berceau, sa mère quitte la pièce. Pour nous, c'est anodin, elle est dans la cuisine, elle va revenir. Pour lui, c'est une catastrophe. Il hurle, comme si elle avait disparu à jamais. Petit à petit, si le monde est suffisamment fiable, il intériorise trois certitudes. La première, c'est je ne te vois plus, mais tu es encore là. L'existence de l'autre tient dans la tête. La deuxième, tu peux partir et revenir. Le monde devient prévisible. Et la troisième, je peux te garder en moi, même absente. Et là, l'enfant peut imaginer, rêver, attendre. Exemple concret, un enfant de 18 mois cache son doudou sous l'oreiller avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'il a intégré, même si je ne le vois pas, il est là. Et maman aussi. Ça devient une sécurité intérieure. L'absence peut faire mal, mais elle reste vivable. Mais que se passe-t-il quand ce socle est fragilisé par des abandons, par une imprévisibilité, par des traumatismes? L'absence ne déclenche plus une émotion gérable. Elle déclenche une alarme. Et cette alarme hurle: tu n'es pas là, tu m'abandonnes pour toujours. Si je ne te vois pas, tu es mort, et moi aussi. Il me faut une preuve que tu existes maintenant. Et à l'âge adulte, ça peut donner des relations étouffantes, une jalousie envahissante et surtout des rituels de vérification. Le téléphone consulté en boucle, la demande de preuves, la panique au silence. Et quand cette alarme n'est pas apaisée, l'absence ne fait plus seulement peur, elle devient une menace. Et c'est là qu'on bascule vers l'angoisse de séparation. Il y a une différence fondamentale entre manquer de quelqu'un et ne pas tenir sans lui. Dans une relation saine, l'absence sert le cœur, oui, mais on peut attendre, respirer, vivre. Tu me manques reste une émotion, pas une urgence vitale. Mais quand le socle est fragilisé, l'absence ressemble à une chute dans le vide. Ce n'est plus tu pars, c'est je perds mon sol. Ici, Bowlby, psychiatre et psychanalyste américain, aide beaucoup. Il dit que l'attachement, ce n'est pas une idée, c'est une base de sécurité. Quand cette base est instable, la séparation active des réactions d'alarme disproportionnées. À l'âge adulte, la terreur de la séparation peut ressurgir. Dans des relations où l'autre est vécu comme une béquille psychique, sans lui, je ne tiens pas debout. Et quand on perd son sol, on ne cherche pas une discussion, on cherche une solution immédiate. Au début, la fusion peut ressembler à de l'amour. On est pareil, on se comprend sans parler, on ne fait qu'un. Et socialement, c'est même valorisé. Le couple évidence, le couple âme-sœur. Mais cliniquement, la fusion, ce n'est pas une rencontre. C'est un collage. L'autre n'est plus un partenaire, il devient une fonction. Celui qui calme, celui qui confirme que j'existe, celui qui tient pour que je ne tombe pas. Et la phrase intérieure devient brutale: si tu bouges, je panique. La liberté de l'autre devient une menace. Un dîner, un projet, un message, un tiers, un passé, tout ce qui rappelle qu'il existe hors de soi est vécu comme une trahison existentielle. Et là, le lien change de nature. On ne regarde plus, on surveille, on ne s'ajuste plus, on exige, on ne demande plus, on vérifie. Et quand l'angoisse de séparation n'est pas contenue, elle peut basculer dans cette dynamique redoutable, la fusion. Attention, beaucoup de personnes vivent une angoisse d'abandon sans jamais être violente. L'angoisse en soi ne fait pas le crime. La bascule vers l'emprise se produit quand la panique devient domination. Quand j'ai peur de te perdre devient tu m'appartiens. Dans cette logique, l'autre n'est plus une personne, il devient un objet à contrôler, tu restes là, un territoire à défendre, tu es à moi, et une preuve à obtenir, dis-moi que tu m'aimes maintenant. Pourquoi c'est dangereux?
Parce que l'emprise nie l'altérité. L'autre n'a plus le droit d'exister hors du lien. Sa liberté devient une menace, sa résistance, une provocation. Et là, nous avons une clé clinique avec Hans Kohut, psychiatre. Il parle de fragilité narcissique. Certains sujets ont besoin d'un miroir externe pour se sentir exister. Quand l'autre cesse de jouer ce rôle, c'est vécu comme une chute identitaire. Et certains cherchent à reprendre la main par le contrôle. Si on revient aux éléments rapportés de leur relation, on observe des détails qui peuvent s'inscrire dans cette logique. D'abord, la présence omniprésente sur le tournage. Sur un plateau, la présence continue du conjoint est rare et souvent perçue comme intrusive. Ensuite, le besoin d'être joignable en continu. Le téléphone dans la bottine cesse d'être seulement pratique. Il devient une perfusion du lien, une manière de s'assurer que Marie est encore là, même à distance. Et puis, la difficulté à tolérer l'autonomie de Marie. Un tiers, un passé, un message, la preuve qu'elle existe hors du lien, peuvent être vécus comme une menace. Et c'est là que ça devient tragique, quand l'autre ne peut plus être gardé à l'intérieur par l'amour, la confiance, la symbolisation, quand la séparation ne peut pas être vécue comme normale, le lien peut se resserrer jusqu'à l'étouffement. À présent, revenons au réel, retour sur le tournage. Le tournage touche à sa fin, la fatigue est là, la fatigue de plateau, la pression, le rythme. Et dans ce contexte, ils sont à l'hôtel. Ce qui est rapporté, c'est un climat déjà lourd, avec beaucoup de tensions, de la jalousie, des disputes. Des questions reviennent, des questions insistantes, serrées, qui ne cherchent plus à comprendre, mais à vérifier. Retour à l'hôtel, la nuit est déjà bien installée, et l'atmosphère, elle, est sous tension. Et il y a ce fameux message: «Je t'embrasse, ma petite Janice». Il y a des questions, et il y a ce moment où la discussion cesse d'en être une. Ce qui est rapporté, une dispute qui se durcit, un échange qui se resserre, un climat où chaque mot devient un test et chaque silence une provocation. Puis, la violence. Et ensuite, il y a un deuxième temps, celui qui en radio fait froid dans le dos, l'après. Dans la nuit, au lieu que l'urgence médicale entre tout de suite, le temps s'étire. Il y a des appels à des proches et cette phrase qui revient: «Elle dort». Comme si dormir pouvait neutraliser, comme si un mot pouvait recouvrir l'état du corps, comme si le réel pouvait être tenu à distance par une formulation. Vers 5h30, Bertrand Cantat appelle le frère de Marie Trintignant et lui demande de venir. Il dira cette phrase: «Il m'a dit qu'il s'était disputé avec Marie, qu'il l'avait bousculée et qu'il lui avait mis une gifle, qu'elle allait peut-être avoir un œil au beurre noir». Puis il poursuit: «Au bout d'un moment, je me suis posé des questions. Je suis retourné dans la chambre de Marie, quitte à la réveiller». Il soulève la serviette sur le visage de sa sœur et il dira: «C'était loin d'être un simple cocard». À sa demande, la veilleuse de nuit appelle les secours. À 7h16, des heures après les coups, Marie est hospitalisée à Vilnius. Elle est dans le coma. Et quelques jours plus tard, le 1er août 2003, elle meurt des suites de ses blessures. Et maintenant, il reste une question clinique. Pourquoi le premier coup? Et pourquoi ensuite ça ne s'arrête pas? Pourquoi à un moment donné, la violence devient pensable, puis possible, puis intérieurement nécessaire? Mais pour comprendre ce qui lâche, il faut être précis. Ce qui lâche, ce n'est pas le contrôle au sens banal. Ce n'est pas un pétage de plomb, ce n'est pas un trou noir. Ce qui lâche, c'est la limite interne. La limite qui permet de ressentir une émotion, de la penser et de ne pas passer à l'acte. À ce moment-là, l'émotion ne fait plus de détour. Elle ne passe plus par la pensée, elle va directement au geste. Et surtout, l'autre n'est plus reconnu comme un sujet séparé. Il n'est plus perçu comme une personne avec sa propre existence, son corps, sa limite. Il est vécu comme une extension de soi, une partie de soi qui menace de se détacher. Et quand l'autre n'est plus un autre, mais une partie de soi,
le geste change de statut. Il n'est plus pensé comme une violence faite à quelqu'un, il est vécu comme une tentative de maintenir, coûte que coûte, un équilibre intermenacé. C'est à cet endroit précis que la limite lâche et que le passage à l'acte devient possible. Comprendre n'excuse pas, nommer ne disculpe pas, la responsabilité reste entière. Et pourtant, juste après, le réel est rhabillé, la violence devient une chute et la femme, un problème. Puis vient la version qui tente de donner une forme acceptable à ce qui vient d'arriver. Il dira qu'il lui a donné des gifles, qu'elle serait tombée et que sa tête aurait heurté un radiateur. Une narration qui déplace le centre, du geste vers l'accident, de l'acte vers la chute, du j'ai frappé vers le c'était un malheur. Mais l'autopsie viendra contredire sa version. Et les expertises, elles ne racontent pas, elles constatent. Et elles comptent. 19 coups, la majorité portée à la tête et au visage. Entre une version et un corps, il y a parfois un gouffre. Et il y a un chiffre. Entre la violence et l'appel au secours, 7 heures. 7 heures. Et la priorité, ce n'est pas l'urgence. Là, on est dans un déni organisé, une tentative de maîtrise du sens, une lutte contre l'effondrement narcissique. Le corps de l'autre devient secondaire parce qu'il menace l'image de soi, la cohérence interne, la continuité psychique. Et quand l'autre n'est plus un sujet, mais le support d'un effondrement possible, on le tient à distance, même mortellement. Et le contrôle ne s'arrête pas au corps, il continue dans le récit, dans la manière de nommer, dans la manière d'inverser. Face au policier, il raconte une scène différente. Il dira que c'est elle qui a commencé, il dira qu'elle était hystérique, agressive, hors de contrôle. Il se place en réaction, il se place en débordement, il se place comme celui qui n'aurait pas maîtrisé la situation. Ce mot, hystérique, n'est pas neutre. Il ne décrit pas un fait, il construit un cadre. Elle, excessive, irrationnelle, lui, dépassé, provoqué. C'est un déplacement classique. La violence change de point de départ, elle ne vient plus de l'acte, elle vient de l'autre. Faire passer l'autre pour hystérique ou folle, c'est déjà reprendre le contrôle. Et voilà comment le contrôle se prolonge. Après les coups, le récit. Après le récit, le décor. Parce qu'un récit comme hystérique, ça ne tient jamais tout seul. Ça tient parce que d'autres le tiennent avec lui. Et c'est là qu'on sort du couple et qu'on entre dans autre chose. Quelque chose qui dépasse le couple, quelque chose qui dépasse même l'homme. Il y a l'omerta. L'omerta, ce n'est pas seulement ne rien dire, c'est organiser le silence, c'est tenir le monde en place, c'est continuer comme si de rien n'était. Parce que ce type de violence ne tombe jamais dans le vide, il tombe dans un environnement, dans des loyautés, dans des cercles, dans des récits déjà prêts. Il y a l'omerta intime, celle des proches, celle de ceux qui ont vu, entendu, pressenti, et qui se taisent, par peur, par fidélité, par confort, par intérêt parfois. Et il existe dans ce dossier des récits qui disent que des proches, y compris dans l'entourage professionnel, savaient que la violence n'était pas nouvelle, qu'au moment du procès, certains ont choisi de ne rien dire. Et puis il y a l'omerta qui blesse autrement, celle qui parle mais pour déplacer. Ce n'est pas le silence total, mais le silence maquillé. On réduit, on arrondit, on euphémisme, on dit une dispute, un accident, une histoire de couple. Et il y a un moment très révélateur, quand la victime est jugée au lieu que la violence soit nommée. Dans une émission, le frère de Quentin, Xavier Quentin, se permet une phrase. Ce n'était pas une jeune femme modèle, et il évoque ses 4 enfants de 4 pères différents. C'est exactement ça, l'omerta moderne. On n'efface pas le crime, on salit la victime, et le centre se déplace. Et puis, il y a l'omerta sociale, celle qui se déclenche quand l'homme est une figure,
un artiste, un symbole. Là, le silence ne s'appelle plus silence. Il s'appelle prudence. Il s'appelle nuance. Il s'appelle on ne sait pas tout. Il s'appelle il a payé. Il s'appelle la justice est passée. Il s'appelle séparer l'homme de l'artiste. La conséquence, le centre se déplace. On ne parle plus de Marie, on parle de lui. Et il y a l'industrie. Dans le documentaire Netflix de 2025, il est rapporté que Pascal Nègre, alors patron d'Universal, parle encore d'accident. Accident. Quand il est prononcé par une institution, il pèse. Il met un couvercle, il rend la violence racontable et il rend le retour possible. Et pendant ce temps-là, la victime devient un décor, une affaire, une parenthèse. On ne parle plus de Marie, on parle de lui, on parle de passion, on parle d'accident. Et l'omerta fait son travail. Elle ne nie pas toujours les faits, elle les réorganise pour que tout redevienne confortable. Et c'est là que l'omerta devient visible dans l'espace public. Le retour sur scène. Parce qu'une scène, ce n'est pas seulement un lieu de musique, c'est un lieu de réhabilitation symbolique, un lieu où une voix revient, où une foule valide. Et cliniquement, il y a un mécanisme très puissant derrière ce retour. La scène peut fonctionner comme un rituel de purification au sens psychique. On revient, on chante, on est applaudi, et l'applaudissement fait office de preuve, je suis redevenu fréquentable. C'est une logique de nettoyage symbolique. On transforme une histoire de violence en histoire de retour. On transforme un réel, une femme morte, en récit de rédemption. Et ça, c'est tentant pour tout le monde, parce que ça permet de refermer, de calmer, de ranger l'insupportable dans une boîte. Mais la purification efface quelque chose. Elle efface la place de la victime. Elle produit une paix factice, une paix bâtie sur un déplacement. On ne regarde plus Marie, on regarde l'homme qui revient. Et c'est exactement comme ça que l'omerta se modernise. Pas en interdisant de parler, mais en proposant un récit plus confortable que le réel. Et puis, il y a eu un basculement, un moment où, dans l'espace public, quelque chose s'est mis à bouger. Pas d'un coup, pas parfaitement, mais ça bouge. Après MeToo, après la libération de paroles massives, on a vu apparaître une autre forme de réponse collective, une réponse qui ne passe pas seulement par la justice, mais par le symbole. Une parole collective qui vient dire « ça dans l'espace public, on ne veut plus l'avaler comme si de rien n'était ». Et là, ce qui était toléré au nom du confort devient soudain discutable, contestable, refusable. Et ça s'est vu, concrètement. Des mobilisations, des pétitions, des prises de parole, et parfois des concerts empêchés, des dates contestées, des programmations annulées. Pas parce que tout le monde pense pareil, mais parce que tout à coup le récit confortable ne suffit plus, parce que le réel revient frapper à la porte. Et c'est là que l'omerta se fissure, parce qu'empêcher un concert, ce n'est pas faire justice, ce n'est pas réécrire le procès, c'est autre chose. C'est dire, dans un monde où la violence faite aux femmes a été minimisée si longtemps, nous refusons que la scène serve de purification. On refuse que l'applaudissement fasse office d'absolution. On refuse que le retour sur scène devienne un rituel de nettoyage. On refuse que la victime disparaisse une deuxième fois dans le récit collectif. Et évidemment, ça crée un débat. Il y a ceux qui parlent de censure, de morale, de droit. Mais cliniquement, ce débat dit surtout une chose. La société est en train de déplacer ses seuils de tolérance. Elle essaie, maladroitement parfois, de construire un nouveau garde-fou symbolique. Parce que pendant longtemps, l'ordre implicite, c'était on sait, mais on continue. Et ce que MeToo a fait, ce n'est pas seulement donner la parole, c'est rendre cette phrase impossible à dire tranquillement. Alors oui, le peuple s'est saisi, pas comme un tribunal,
comme une conscience collective qui se réveille. Et quand une conscience collective se réveille, elle ne répare pas le passé, mais elle peut empêcher au moins que le futur se raconte encore comme une fatalité. Et il y a une autre femme dans cette histoire, une femme dont on parle peu, Christina Radi. Pendant longtemps, elle tient, elle protège, elle couvre, elle maintient. Et puis il y a une trace, un document intime, un message laissé à ses parents en 2009. Un message où elle décrit la peur, la tension, les coups et cette phrase: Selon moi, Bertrand est fou. Cliniquement, ce n'est pas un détail, c'est une position, une loyauté extrême, une loyauté qui passe avant soi, avant la colère, avant la vérité, parfois avant la survie. Le 10 janvier 2010, elle meurt. Elle se suicide par pendaison. L'autopsie conclut à l'absence d'intervention d'un tiers dans le décès. Et 15 ans plus tard, la justice rouvre un dossier, non pas sur sa mort en tant que telle, mais sur de possibles violences conjugales dans la trajectoire. Une trajectoire où la parole n'a pas trouvé sa place, où la loyauté a pris toute la place, où le silence est devenu une prison. Et ce silence-là ne protège pas, il déplace la violence, il la fait durer, il la retourne contre soi. Revenons à Marie, pas à l'affaire, pas à la victime, à Marie. Une femme vivante, une actrice, une mère, une présence, une vie pleine. Et c'est important de le redire parce que dans ce type de drame, il y a toujours un mouvement social étrange. L'homme devient un débat et la femme un point final. Ce qui est arrivé à Marie n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole romantique, ce n'est pas une passion, c'est une violence, c'est un féminicide. Et cette violence a une grammaire qu'on connaît, elle commence rarement par un coup, elle commence par un resserrement, par une place à prendre, par une liberté qui dérange, par un tu me manques, qui veut dire tu dois être là. Et puis un jour, le corps devient le lieu où l'on tranche, où l'on impose, où l'on fait taire. Et ce que cette histoire oblige à regarder, c'est plus large. La violence faite aux femmes n'est pas seulement un crime individuel, c'est aussi un système de tolérance minuscule. Des phrases qu'on laisse passer, des scènes qu'on minimise, des signaux qu'on n'appelle pas par leur nom, parce que c'est plus confortable, parce que ça évite de prendre parti, parce que ça évite de perdre une image, un équilibre, un milieu. Mais le réel, lui, n'est pas confortable. On ne peut pas réparer Marie, mais on peut refuser l'effacement. On peut refuser que son nom ne serve qu'à parler de celui qui a frappé. On peut refuser que la société se purifie en se racontant que tout est réglé. Et surtout, on peut apprendre à reconnaître le juste avant, le moment où ça se resserre, le moment où l'amour devient contrôle, le moment où l'autre commence à perdre le droit d'être un sujet. Marie Trintignant n'est pas une affaire, Marie Trintignant est une femme. Et la violence faite aux femmes n'est pas une exception, c'est une réalité. Une réalité qu'on voit mieux quand on accepte de regarder enfin ce qui se passe juste avant. Christina Radi, Marie Trintignant, deux femmes, deux histoires différentes, mais un même brouillard autour. Le récit qui recouvre, les mots qui déplacent, le silence qui protège. Et moi, je reviens à l'essentiel. On peut analyser, nommer, comprendre les mécanismes, mais on ne doit jamais perdre le centre. Le centre, ce n'est pas lui, le centre, c'est elle, et ce que la violence a fait à leur corps, à leur vie, à leur voix. Si ce que vous venez d'entendre fait écho à quelque chose de vécu ou de pressenti, en France, il existe un numéro, le 3919, Violence Femmes Info, anonyme, gratuit, 24 heures sur 24. Merci d'avoir écouté, c'était Clinique du crime.